Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler un petit peu de comment déployer des applications cloud depuis son IDE. Du coup, je vais me présenter. Donc moi, je suis Julien Enduré. Je suis pas de Google, je suis de Zenica. Mais on va dire que je suis tombé côté Google Cloud depuis pas mal de temps. Et donc à côté de ça, j'organise différentes choses côté communautaire. Donc dans la vie, je suis CTO à Zenica. Mais à côté de ça aussi, j'organise des choses avec les GDG, Google Developer Group, ça s'appelle. Donc, c'est des personnes qui organisent des événements autour des techno Google. Et je suis aussi GDE, des Google Developer Expert, c'est-à-dire un statut communautaire qui reconnaît en fait les différentes contributions open source, talk ou autres que je fais autour de la plateforme de Google. Je m'appelle Maël Galit. Donc, moi, pour le coup, je travaille chez Google Cloud spécifiquement. Et l'idée, c'est que je suis spécialiste d'application modernisation, application développement. Donc, mon rôle, ça va être d'accompagner les clients sur comment on build, comment on run une application dans le cloud et comment on la monitor. J'ai un background développeur, donc assez à l'aise pour parler code, assez à l'aise maintenant de parler architecture, infrastructure, de réseau, de disque, de CPU, parce que voilà, je couvre aussi les sujets Kubernetes, Cloud Run, le portfolio serverless. Donc tout ce qui concerne ce qu'il y a au-dessus de l'infrastructure, ça tombe dans mon scope. Yes. La présentation, là, en gros, je pense ça va durer 1 heure, 3 quarts d'heure. Et après, du coup, vous êtes invité du coup, à un apéro et à une partie networking pour pouvoir échanger après la conférence sur ce que vous aurez vu. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin du talk. Je vais commencer. Hop, j'ai perdu le focus. Commencer par un petit peu de storytelling. En fait, dans l'idée, aujourd'hui, on imagine qu'on est un développeur front. Donc là, j'ai pris Vue.js ou peut-être Nuxt pour ceux qui connaissent. Nuxt, du coup, c'est notamment des Bordelais qui font ça. Donc, c'est pas mal, c'est français. Et du coup, voilà, vous êtes habitué à développer sur Vue. Vous faites un certain nombre de choses. Donc, vous créez votre projet Vue.js. Vous êtes habitué au tooling, à l'écosystème qu'il y a autour de Vue.js. Et vous pouvez faire, du coup, npm start, tout ce genre de choses, npm install. Donc, ça, c'est plutôt cool. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que on est habitué, avec une expérience de développeur front, d'avoir beaucoup d'aspects autour du live reload. Donc, typiquement, un projet ici que j'ai fait en Vue.js lors d'un bootcamp à Zenica. Et puis, du coup, je vais le lancer ici. Hop, il est lancé. Et donc, voilà, vous voyez, j'ai un truc en Vue.js tout simple qui affiche des séries. En cherchant, du coup, tout ce qui est game dans les séries. Donc, j'ai pas Game of Thrones en premier, mais il doit être dans le tas. Et du coup, le truc que je suis habitué, c'est que voilà, j'édite mon code. Et puis, automatiquement, quand je fais une sauvegarde, du coup, c'est en reload du coup, dans mon navigateur. Donc ça, c'est des choses, on est habitué en tant que développeur à avoir une boucle de feedback assez courte parce qu'on est en local, tout va bien. Et d'ailleurs, ça fonctionne aussi bien pour des développeurs front, hein, mais aussi pour du back-end ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses vraiment très intéressantes qu'on trouve et qu'on a l'habitude d'avoir en tant que développeur. Donc moi, je suis habitué à ça. Sauf que mon CTO, il m'a dit, ouais, c'est cool, mais on est dans un monde de conteneurs. Donc ton Node.js là qui tourne, c'est bien, mais il faut packager ça du coup dans un conteneur. Bon, ok, donc je regarde. Bon, faut. Apparemment, le standard quand même, c'est Docker. Donc je regarde du coup pour faire ça. Donc déjà, première étape, il a fallu du coup que j'apprenne un petit peu à écrire un Docker file. Donc du coup, je vais agrandir un petit peu. Hop. Du coup, je me retrouve à devoir écrire un truc comme ça, là, qui ressemble plus trop à du Node.js ou à du code développeur. J'ai un from quelque chose, je dois faire un package, je dois copier, je fais mon npmi, je fais mon build, et puis après, j'ai une autre image pour le run. Bon, ok, donc ça fonctionne, et du coup, en local, j'ai du coup quelque chose qui est disponible. Par contre, avec ce système-là, je perds quand même la boucle de feedback rapide. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux redémarrer ou autre, j'ai oublié de rebuilder mon conteneur. Bon, c'est moins sympa, on va dire, côté développeur expérience. Et puis, en discutant avec d'autres personnes de ma société, on me dit, ouais, c'est cool, mais en fait, finalement, les SRE et les DevOps, eux, c'est pas juste un conteneur qu'ils veulent. Nous, la norme, là, aujourd'hui, c'est de développer, du coup, pour que ça atterrisse sur Kubernetes. Ah, ok, d'accord. Donc, voilà, j'ai tout packagé dans des images Docker, mais ça ne suffit pas. Il faut en plus, du coup, regarder pour travailler et orchestrer ça, du coup, avec Kubernetes. Donc, c'est plutôt cool, mais bon, je me retrouve avec des nouveaux fichiers à créer. Donc, OK, je sais packager mes éléments, mais du coup, voilà, j'ai un petit répertoire K8S disponible, et puis on voit que j'ai un fichier pour déployer
mon Kubernetes avec un certain nombre de fichiers YAML disponibles. OK. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Et puis du coup, à chaque fois que je déploie, je dois non seulement repackager mon image Docker, mais en plus, je dois redéployer côté Kubernetes. Donc là, je ralentis encore plus la boucle de feedback. Donc, ce n'est pas idéal. Puis finalement, ce que je veux faire est encore plus loin, c'est-à-dire que je dois développer, je dois faire des tests, alors des tests à différents niveaux, hein, tests unitaires, end-to-end, tests de performance, je dois déployer, je dois monitorer mon app. Bon, dans la démarche DevOps, je dois faire pas mal de choses en tant que développeur. On n'est plus uniquement à coder quelque chose, mais on doit aussi potentiellement surveiller son application. Voilà, avec la fameuse devise You build it, you run it. Donc voilà, ça me rajoute encore pas mal de choses à travailler, à explorer. Et du coup, par rapport à ça, il y a un outil qui est plutôt pas mal, qui est Cloud Code. Donc c'est le sujet un peu de ce soir. Cloud Code, donc, est un outil développé par Google, qui est dans l'idée du coup d'avoir un plugin dans son IDE favori. Donc il y a toute la suite JetBrains. Donc là, j'ai mis le logo d'IntelliJ, mais ça peut être WebStorm, PyCharm ou ce genre de choses, dans VS Code, et aussi directement dans un autre outil qui s'appelle Google Cloud Shell, qui permet d'avoir directement dans son navigateur, dans sa console Google Cloud, un éditeur assez complet. Et du coup, on va retrouver ce plugin-là aussi dans l'éditeur. Et Maël vous montrera ça tout à l'heure avec une démo. Donc ça, c'est Cloud Code. Alors Cloud Code, vous allez me dire, c'est cool, hein, voilà. Donc je fais clic droit dans les plugins qu'il y a dans VS Code. Je regarde et puis je tape Cloud Code, j'ai un résultat, je l'installe et puis paf, il me dit, voilà ce que tu peux faire. Et on voit qu'il y a deux sujets différents. Il y a un premier sujet qui est l'aspect Kubernetes, le monde des conteneurs, et puis un autre qui est le serverless. Donc on va explorer déjà dans un premier temps l'aspect Kubernetes, et puis on pourra discuter un petit peu après du monde côté serverless, avec notamment des démos côté Maël avec Cloud Run. Le but de Cloud Code, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, potentiellement, en fonction du tooling qu'on va utiliser, donc du Node.js, du Docker, du Kubernetes, on va potentiellement changer d'outillage. Donc, ça va nous faire sortir de l'IDE. Donc, en fait, la feedback loop, la développeur expérience, elle va être du coup moins bonne. Et donc, il y a l'idée aussi, côté Cloud Code, de directement, en restant dans son IDE, on puisse directement travailler avec son cluster Kubernetes. Donc ça, c'est plutôt cool. Deuxième aspect, c'est aussi du coup de pouvoir déployer potentiellement, pas uniquement en local, mais sur un cluster qui a été préparé par des gens côté SRE et DevOps de mon entreprise, ou potentiellement dupliquer le cluster de prod pour faire des tests, et du coup s'y connecter quand même en remote depuis mon desktop, tout ça du coup avec une connexion sécurisée. Donc ça peut être des choses aussi intéressantes, parce que du coup en local, avec un Minikube ou avec Docker Desktop, on peut avoir un Kubernetes qui tourne, mais si on veut avoir l'équivalent d'une pré-prod ou autre, on est obligé quand même de déployer pas mal de choses en local et ça peut être difficile, contraignant. Donc là, l'idée potentiellement de se connecter à distance, c'est de rester en fait dans le tooling qu'on a en production, puisqu'évidemment, dans la démarche DevOps, l'idéal, c'est d'avoir le tooling pour les développeurs qui ressemble le plus au tooling qu'on a en production. Il y a de temps à écrire du YAML, vous l'avez vu, du coup, il y a la notion de Dockerfile, mais du coup, avec Kubernetes, on se retrouve avec un paquet de YAML. Et typiquement, là, vous voyez que j'ai une erreur. Et en fait, quand je vais du coup faire un contrôle espace dans mon IDE, je vais avoir par exemple les différents types de services qui sont disponibles avec ce YAML-là de service. Donc ça, c'est de l'aspect côté Kubernetes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais du coup, on voit que j'ai de la complétion. Ça peut m'aider du coup à écrire des fichiers. Donc ça, c'est pas mal aussi et c'est apporté avec Cloud Code. Alors, il y a d'autres plugins qui peuvent le faire dans VS Code, mais c'est vrai que du coup, dans Cloud Code, avec l'apport de tout ce qu'on a, on a aussi directement ce genre de choses, donc toute la complétion du YAML par rapport à ce qu'on souhaite effectuer. OK. Hop. Le pricing, c'est quelque chose d'important. En fait, toutes ces extensions-là sont gratuites, que ce soit sur VS Code ou toute la suite JetBrains ou dans Cloud Shell. Donc tout ça, c'est quand même pas mal, puisque du coup, on a quelque chose qui est complètement gratuit pour pouvoir améliorer finalement la développeur expérience. Là, je souhaite faire un petit focus sur deux outils en particulier, qui sont du coup Scaffold et Container Structure Test. Alors, pourquoi ces deux outils-là? En fait, sous Cloud Code, pour pouvoir déployer facilement du coup sur un cluster Kubernetes en restant dans son IDE, en fait, Cloud Code fait appel à un outil en dessous qui est open source qui s'appelle Scaffold, que vous pouvez retrouver d'ailleurs
sur GitHub, hein, dans une organisation qui s'appelle Google Container Tools, qui a d'ailleurs des projets assez sympas. Et donc, Scaffold, l'idée, c'est, on peut l'utiliser aussi directement en ligne de commande, mais on peut l'utiliser avec Claude Code, par exemple, dans son IDE préféré. Derrière, il va appeler Scaffold. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre, avec différentes commandes, de se dire, bah voilà, Scaffold Dev, ça va builder mon image Docker, ça va la déployer dans Kubernetes, mais en plus, dans ma ligne de commande ou dans mon IDE, ça va streamer les logs qu'on a dans le pod de Kubernetes. Donc, automatiquement, je vais avoir l'impression un petit peu que ça tourne en local, alors que ça se trouve, ça tourne sur un cluster Kubernetes qui est à distance. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, avec le Scaffold Dev, bah, de la même manière tout à l'heure que quand je faisais un CTRL-S en étant développeur Vue.js, en rajoutant station F, bah, mon navigateur était à jour. Bah, là, de la même manière, on peut demander aussi à regarder les fichiers. Et à chaque fois que je vais sauvegarder quelque chose, il va rebuilder l'image et la repusher sur mon cluster Kubernetes. Donc, on retrouve un petit peu cette feedback loop rapide qu'on aime bien côté développeur, tout en restant sur un tooling qui est les conteneurs et Kubernetes. Okay, évidemment, on a différentes commandes et Scaffold Run, Scaffold Build pour builder juste, par exemple, notre image Docker et la publier. Ce qui est intéressant avec Cloud Code et Scaffold, c'est que du coup, quand on est en mode dev ou debug, une fois qu'on va déployer nos éléments et qu'on va couper cette feedback loop, on va faire donc un CTRL-C, hein, par exemple, dans son outil en ligne de commande, bah, tous les éléments qu'on aura créés sur le cluster Kubernetes à distance vont être automatiquement détruits. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qu'on a de cool aussi, c'est qu'on va avoir la possibilité directement d'avoir aussi un proxy qui va être créé entre son ordinateur et le pod à distance. Donc, par exemple, le fait d'appeler mon projet Vue.js en localhost, je pourrais continuer à appeler mon projet Vue.js en localhost alors que c'est sur un conteneur dans un pod sur un Kubernetes qui est distant. Okay, donc ça, c'est des choses voilà, qui sont assez évoluées avec Scaffold. Donc, je vous invite à potentiellement aller voir un peu plus. L'autre projet qui est assez sympa aussi, et j'aime bien en parler, c'est une réflexion souvent qu'on a, c'est comment on teste finalement nos conteneurs, ou en tout cas la déclaration de nos différents Dockerfiles. Et ben, en fait, on a un outil pour ça aussi, pareil, dans Google Container Tools, qui s'appelle Container Structure Test, et qui permet en fait de tester du coup notre Dockerfile. Je vous montre juste un exemple de fichier. Là, voilà, on a il y a des éléments qui sont en commentaire, mais en gros, on peut tester par exemple que la commande cat dans mon conteneur sur cet élément-là, ça retourne telle valeur. Je peux vérifier par exemple qu'il y a le contenu d'un fichier. Je peux vérifier qu'il y a des métadatas liés à la version de Nginx. Bon voilà, il y a pas mal de choses comme ça que je peux regarder finalement dans mon Dockerfile. Et du coup, l'idée, c'est justement dans cette boucle intéressante qu'on a avec Scaffold, où à chaque fois qu'on va sauvegarder, ça va publier sur un Kubernetes distant ou en local. L'idée, évidemment, c'est pas de publier quelque chose qui ne marche pas. Donc, le fait d'avoir justement cette idée-là, d'avoir un test avant de construire mon image et de la déployer, bah, c'est assez intéressant. Et du coup, on peut l'avoir. Et du coup, le Container Structure Test rentre du coup avec Cloud Code, c'est-à-dire qu'avant de redéployer quelque chose, il va refaire le test. Hop, voilà pour la petite intro. La démo que je voulais montrer, c'est juste aussi montrer que dans du coup Cloud Code, on peut avoir aussi l'idée de créer une nouvelle application. Okay, donc, quand on tape Cloud Code, on va avoir plein d'éléments disponibles dans son IDE. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire par exemple une nouvelle application. Pourquoi je vous montre ça? Bah, c'est parce qu'on peut vous montrer en fait qu'il y a du scaffolding. Donc, en gros, comment bootstrapper un projet from scratch avec des exemples de code. Donc, ils ont pour une application Kubernetes, pour une application Cloud Run ou une appli perso custom. Par exemple, je vais prendre Kubernetes. Là, on voit les différents langages qui ont été supportés du coup en plugin. Donc, on voit qu'il y a du Node.js, du Go. Bon, finalement, là, je ne vais pas faire du Node.js parce que voilà, mais je vais faire plutôt du Go. Je vais indiquer un nom dans mon répertoire Git, c'est parfait. Et il va me créer du coup tout un système cohérent pour avoir un projet Go qui se déploie dans Kubernetes. Okay, donc, on voit que là, il y a un preview qui a été créé avec un Markdown. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'ai un getting start de VS Code. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, on va retrouver du coup notre fichier Go. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un it's running ou ce genre de choses. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que du coup, je peux m'en inspirer de ce genre de choses parce qu'il m'a créé un Dockerfile qui est, on va dire, state of the art aujourd'hui.
donc un Dockerfile qui est cohérent pour faire du Go. Donc ça, c'est plutôt cool, en utilisant typiquement là, les distroless de Google. Et puis, on voit qu'en termes de manifeste Kubernetes, il en a généré. Et pareil, en fait, on va dire que ça respecte les bonnes pratiques qu'on a aujourd'hui pour générer des YAML. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas forcément un expert de la containerisation et de l'orchestration avec Kubernetes, mais en fait, du coup, avec Cloud Code, je peux générer des exemples d'applications pour pouvoir m'en inspirer. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je rappelle que dans l'idée, ici, voilà, on va voir la complétion. Donc, par exemple, initial, délai, seconde, je ne sais pas trop ce que c'est. Bah, j'ai directement une aide dans mon IDE. Donc ça, c'est plutôt cool quand même d'avoir tout ça directement dans Cloud Code. Dernier point qu'on peut faire évidemment avec Cloud Code, bah, du coup, c'est avec les différentes extensions. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi mon extension Cloud Code a disparu là. Ah si, c'est parce que c'est petit. Du coup, on va retrouver en fait les différents éléments qu'on peut avoir avec Cloud Code. Donc, on voit que dans Cloud Code, on peut avoir les development sessions où en gros, on va trouver les éléments qui sont en train de tourner ou en train de débugger pour pouvoir les arrêter. On va pouvoir regarder nos clusters Kubernetes, on va pouvoir voir nos instances Cloud Run, on va pouvoir voir les API qu'on a activées, on va pouvoir regarder les secrets aussi qu'on a gérés, on va pouvoir faire des choses dans Compute, dans AppNG et aussi dans les Cloud Functions. Donc plutôt intéressant quand même, tous ces éléments-là qu'on a directement dans son IDE. Là, c'était pour la première démo. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi, je voulais vous partager un petit peu mon expérience de tout ça. Donc, Cloud Code, vraiment, l'idée, c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour rester dans son IDE. Donc, on se concentre sur du code, donc on écrit du code, on peut débugger son code et on peut déployer, mais on peut déployer quand même en restant sur des choses modernes, c'est-à-dire du Kubernetes, du Cloud Run, ce genre de choses. Pourquoi le monde de la containerisation? Bah, vous savez bien, avec la notion de layer, Docker, enfin, le monde des conteneurs, c'est vraiment un package universel. Vous l'avez vu, hein, en fonction du runtime, que ce soit du Go, du Python, du Node.js, on peut packager son application et la déployer sur Kubernetes. Donc ça, c'est vraiment intéressant avec le monde des conteneurs, ce qu'on a. C'est vraiment un packaging universel qui fait que je peux l'avoir sur mon laptop, je peux l'avoir sur Google Cloud, je peux l'avoir voilà, de différentes manières. Scaffold, je vois un petit peu, et Cloud Code, je vois un petit peu aussi comme des fusées réutilisables à la SpaceX, c'est-à-dire qu'à un instant T, j'ai besoin de déployer, tester des choses sur mon cluster Kubernetes, et puis bah, si je fais un CTRL-C ou si j'arrête dans Cloud Code, hop, tout revient. C'est-à-dire que mon cluster Kubernetes est nettoyé. Hop, tout ce qu'il y avait dessus, que j'ai déployé temporairement pour faire mon test, va être rapatrié et je vais retrouver mon cluster Kubernetes dans l'état initial. Donc ça, c'est plutôt aussi intéressant dans une démarche où, on va dire, côté DevOps, on aime bien aussi les choses éphémères, etc. Donc voilà, donc vraiment cette idée-là de pouvoir reproduire les choses assez facilement. Et dernier élément aussi, c'est avec Container Structure Test, de pouvoir en fait vraiment, à chaque fois qu'on sauvegarde ou qu'on veut déployer, va pouvoir lancer différentes gammes de tests, que ce soit au niveau du coup de la vérification de son Dockerfile ou de son app avec des tests de façon classique. Donc vraiment tester tout ça. Ensuite, donc, on a vu la première partie sur Kubernetes. Là, l'idée, c'était plutôt de parler un petit peu du monde serverless. Donc là, Maël, n'hésite pas à prendre la parole hein, si tu veux rajouter des éléments. Pourquoi aujourd'hui le serverless? Bah, on l'a vu, hein, y a pas mal de choses dans mon expérience que j'ai montré. Donc, je suis un développeur Vue, donc je connais déjà Node, Vue. Mais après, on m'a dit qu'il fallait que je connaisse aussi Docker avec les Dockerfiles, potentiellement que je connaisse Kubernetes avec les manifestes, que je sache potentiellement lancer quelques commandes kubectl. Bon, ça fait potentiellement beaucoup de choses. Et finalement, avec le monde du serverless, j'ai peut-être un moyen d'avoir quelque chose qui est très rapidement en production. Et du coup, moi, en tant que développeur, ça m'intéresse. Donc, il y a Cloud Run qui est apparu du coup en 2019. Historiquement, il y avait App Engine qui est du coup sorti en GA en 2011 ou 2012, mais qui existe toujours, qui était un peu le fer de lance de Google Cloud à ses débuts. Il y a les Cloud Functions. Donc là, on est plutôt sur une simple fonction. Mais surtout, maintenant, on a Cloud Run qui permet vraiment d'avoir quelque chose qui est serverless tout en utilisant des conteneurs. Donc, on garde l'aspect, il n'y a pas de vendor lock-in, j'ai un package universel, je mets ce que je veux dedans. Et par contre, j'ai une expérience de déploiement qui, en tant que développeur, qui me correspond. C'est-à-dire que bah, j'ai quelque chose qui est très sympa à utiliser. Ça, c'est un schéma que je montre de temps en temps. C'est vis-à-vis de mon expérience aussi de la même manière. Donc, j'essaie de présenter différents outils sur une échelle de valeur. Donc, la complexité, donc la difficulté et toute la montée en compétences qui est nécessaire pour pouvoir maîtriser l'outil. Et finalement, la valeur ajoutée, moi, en tant que développeur. Donc, le point d'interrogation en bas avec le gros rond, c'est en gros qu'on était on-premise avant. Je ne suis pas tout jeune, mais voilà, il y a eu pas mal d'applis qu'on développe sur ces serveurs à la main. Bon, bah, ça marche. Par contre, on a du mal à estimer aussi bah, la complexité que c'est et puis la valeur que ça ajoute parce que bah,
voilà, on fait que des choses un peu custom. Quand il y a le monde du cloud qui est arrivé, notamment avec App Engine, du coup, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup de valeur parce qu'on avait quand même, on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait. Typiquement, les runtime étaient quand même précis. S'il y avait besoin de faire des fetch HTTP, il fallait utiliser certaines librairies, pas d'autres. Donc, on était un peu contraint. Mais par contre, on allait rapidement en production. Donc, ça, c'était un trade-off qui était assez intéressant. Et puis, du coup, il y a la baleine Docker qui est arrivée avec le monde de la container. Tout cet aspect-là de vendor lock-in qui a permis vraiment de se dire, je package avec mes apps de la même manière que je ferais on-premise et je peux le déployer un peu n'importe où. Donc ça, c'est vraiment cool. On a Kubernetes qui est arrivé, qui lui apporte le plus de valeur. Par contre, en termes de complexité et de connaissances et de montée en compétences, qui nécessite aussi pas mal d'investissement. Donc moi, j'ai commencé à jouer avec. J'ai passé la certif, on a parlé des certifs tout à l'heure, la CKAD, Application Developer, côté Kubernetes. Bon, c'est plutôt cool, mais moi, je préfère rester développeur, donc utilisateur Kubernetes. Mais en fait, si on veut vraiment bien utiliser Kubernetes, il faut vraiment aller les mains dedans. Donc, il faut après travailler encore plus sur les différents composants Kubernetes pour pouvoir scaler tout ça. Et donc, finalement, moi, ce que j'ai trouvé qui est intéressant, c'est de partir, finalement, revenir sur Cloud Run, qui, en fait, est la jonction, finalement, d'App Engine que j'avais depuis plus de 10 ans disponible, où je déployais facilement et j'avais des sites web qui tournaient. Et puis, le monde des conteneurs, où j'ai quelque chose qui est, du coup, sans vendor lock-in. Donc, ça rejoint un peu le meilleur des deux mondes, si on peut dire. J'aime bien remettre cette définition aussi du serverless pour ceux qui sont un peu moins familiers avec ce que c'est. Évidemment, serverless, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur, mais que ça ne nécessite pas trop de server management. Server management, c'est quoi? C'est de mettre à jour l'OS, mettre à jour un certain nombre de choses. Ce n'est pas ça qu'on souhaite faire, des backups, ce genre de choses. On voit qu'il y a un packaging qui est en un ou plusieurs fonctions. Donc là, avec Cloud Run, on a un packaging autour du coup d'un package d'un conteneur. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que ça scale et ça soit facturé vraiment à la demande exacte. Donc là où historiquement, avec des VM ou du Kubernetes, donc on démarre des VM, on démarre son cube, en fait, même s'il n'y a aucun utilisateur qui appelle en HTTP, on va payer parce qu'il y a des choses qui tournent. L'idée du serverless, c'est que tant qu'il n'y a aucune requête HTTP qui arrive, on ne va pas payer. Okay, donc c'est vraiment ça l'idée, d'avoir vraiment un billing aussi au moment exact où on a de la demande. Donc pareil, je vous invite, il y a un working group assez intéressant de la CNCF, la Cognitive Computing Foundation, sur ces sujets-là, qui est assez intéressant. Pour présenter ça, du coup, rapidement, côté Cloud Run, c'est juste pour montrer que, en fait, vous n'allez pas payer aux instances de conteneurs qui tournent, mais vraiment au temps des requêtes HTTP qui sont en train d'être traitées par votre conteneur. Donc là, on montre le billable time, c'est uniquement l'entrée de la requête 1 jusqu'à la sortie de la requête 2, alors que mon instance de conteneur, elle est peut-être démarrée depuis plus longtemps et elle va peut-être s'éteindre après. Okay, mais je vais payer uniquement ces aspects-là. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis Cloud Run aussi, pour éviter l'aspect vendor lock-in, c'est basé du coup sur un produit open source qui s'appelle Knative, qui est maintenant redonné aussi à la CNCF, donc qui est la maison mère de Kubernetes. Donc ça, c'est plutôt cool. Qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait avec Cloud Run, vous pouvez récupérer le manifeste YAML Knative. Et si vous avez un Knative dans un autre cluster Kubernetes chez vous, sur votre poste ou chez un autre cloud provider, ça va fonctionner. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. C'est vraiment couper cet aspect-là et de ne plus avoir de vendor lock-in au niveau de ce qu'on veut déployer. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce monde des serverless containers, c'est quelque chose qui est très en vogue. Voilà, donc Cloud Run était le premier. Ça reste un projet top priorité au niveau de Google Cloud en termes de nouvelles features qui sont ajoutées. Et puis du coup, voilà, après Cloud Run, il y a eu AWS qui a sorti Appreneur, il y a eu Azure qui a sorti Container Instance et il y a Scaleway qui a sorti Serverless Container. Donc on voit qu'il y a vraiment pas mal de cloud providers aussi qui embrayent sur cette mouvance d'avoir une développeur expérience qui est très haut niveau comme les plateformes de service, tout en utilisant des conteneurs. Évidemment, tout ce que je vous ai présenté sur Cloud Run et le monde du serverless, ça fonctionne avec Cloud Code. Donc là, je vous montre un exemple, une capture d'écran de tout à l'heure, où on voit vraiment voilà, que j'ai les différents éléments de mon conteneur qui tournent. Et donc ça, c'est lié à Cloud Run, comme vous le voyez sur la capture d'écran. C'est plutôt cool. J'ai à peu près fini la présentation. Moi, ce que je souhaitais indiquer, c'est vraiment vous indiquer que ce genre d'outil, c'est vraiment quelque chose qui, moi, en tant que développeur, me correspond vraiment. C'est-à-dire que je reste plutôt à me focus sur ajouter du code, ajouter des features sur mon application et pas passer trop de temps, justement, en termes d'infra, à bidouiller, à comprendre ce qui se passe, etc.
voilà, Kubernetes, j'en suis presque un peu revenu parce que j'ai trouvé ça, autant en tant qu'utilisateur, ça peut aller, autant en tant qu'administrateur, pour vraiment comprendre et scaler un Kubernetes, ça demande encore une autre marche et une autre montée en compétences. Et en fait, moi, au jour le jour, je préfère continuer à développer plutôt qu'à passer côté Ops, on va dire, par rapport à tout ça. Et le dernier truc aussi, c'est que ça soit Cloud Run, Cloud Code, Scaffold, Container Structure Test. Tout ça aussi, c'est dans un monde open source que finalement Google aime bien aussi. Donc c'est vrai qu'ils sont très développeurs friendly sur ces aspects-là, puisque tout ça, c'est open source, donc c'est plutôt cool aussi. Vous pouvez ajouter un certain nombre de features aussi sur ces outils-là. Je vais laisser la main maintenant à Maël pour hop, les démos. Je sais pas si tu as besoin du chargeur. Ouais, potentiellement. Tac. Je sais pas du tout ce que... Je te laisse partager dans l'autre outil que je t'ai présenté tout à l'heure. Juste... Ah, ok. Pour qu'on ait ton écran, en fait. Alors... Ouais, c'est là. C'est Share Screen. Tu choisis l'écran de droite. Non, tu fais tout l'écran. Hein. Ouais, genre. Entire Screen, comme ça on verra tes démos. J'en donne juste de la window. Ouais. Parce que là, j'ai quoi là? Ok. On va inscrire la partie là. Je n'en ai pas. Mais si tu partages tout l'écran, vu qu'après tu vas passer en mode dupliqué, on verra aussi cet écran-là, je pense. Mais ah oui, d'accord, ok. Ok. Je vois. Du coup, il faut que je récupère le petit. Okay, donc, ça veut dire que je le balance comme ça? Ah, ok. Ouais, ou on recopie l'écran après, si tu veux. Parce que là, t'es pas en recopie d'écran. Non, je peux pas en recopier l'écran. C'est parce que je sais pas ce que je veux. Ouais, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Du coup, j'ai. Ah, t'as perdu ton tour. Ah non, t'as desktop 1. J'ai perdu mes petits là. Ah, voilà. Voilà, qui est là. Ok, là, on est bon. Ok. Ok, c'est parti. Alors, dans cette démo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une démo qui est dans le repository Scaffold. Il y en a plusieurs qui sont dans celui de Google Cloud, et c'est quand même pas mal pour commencer, comme l'a montré Julien, pour commencer une application rapidement, une application avec une bonne structure, etc. Là, on va faire un truc un peu plus compliqué. Là, on a pris carrément une démo de Scaffold, et donc là, on va avoir plus de choses. Donc, dans ma démo, je suis dans une démo qui s'appelle Microservice, et j'ai un fichier Scaffold dedans. J'ai deux applications, j'ai un front-end et j'ai un back-end. Mon back-end, il est écrit en Go, comme vous pouvez le voir ici, là, avec le fichier main app.go, et mon front-end aussi, c'est aussi du Go. Ok. Donc, si on regarde dans le fichier Scaffold rapidement, ce qu'il y a dedans, le fichier de config, ce qu'on va faire, c'est la première chose qu'on va écrire, ça va être, est-ce qu'on voit bien? Ça va être les artefacts. Donc, les artefacts, ça va être les fichiers que je vais construire lorsque je vais builder mon application. En vrai, ça va être des fichiers, des images Docker. Donc, je vais créer une image Docker pour chacune de mes applications. Il y en aura une pour le web et une pour l'app. Et quand j'écris contexte, ça va être le dossier dans lequel je vais builder mon application. Ok. J'ai aussi une image de base qui va me servir aussi à créer mes artefacts, mes images Docker. Du coup. Je vais aussi dire à Scaffold où sont mes manifestes Kubernetes. Ici, je vais avoir des fichiers. En fait, on va regarder ce qu'il y a dedans pour chacune des applications. On va avoir un fichier deployment. On va avoir exactement la même chose ici. Donc là, je suis juste en train de dire utilise ces fichiers. Port forward, en fait, c'est que là, je vais avoir besoin aussi d'un point d'entrée pour tester mon application. Donc, que je veux, mon application tourne sur le port 8080, mais lorsque je vais faire ma requête, ça va taper sur le port 9000. Et pareil pour ma deuxième application, 9001. Et ensuite, on va voir ce que c'est que les profiles. Maintenant, on va regarder un peu à quoi ça ressemble lorsque je veux lancer moi, en tant que développeur, toute cette partie-là, en vrai, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de builder mon application, facilement débugger, hot reloader, et puis voilà. En fait,
potentiellement, ce fichier YAML, je ne vais jamais le voir, ou en tout cas, je ne vais jamais l'écrire de moi-même. Ça va être des ops qui vont écrire les fichiers YAML pour moi, potentiellement, ou bien mon collègue, ou bien moi, si vraiment je m'y connais en Kubernetes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à quoi ça va ressembler la vie d'un développeur qui va développer sur Kubernetes. Okay, donc, il a son Cloud Code, il a son fichier YAML qui est déposé dans son application. Et donc, ce qui va l'intéresser, lui, c'est de lancer l'application, tout simplement. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un bouton play pour pouvoir commencer à travailler. Donc, si je fais run app, la première chose qu'on va me demander, c'est où est-ce que tu veux déployer ton application? Où est ton cluster Kubernetes? D'accord? Là, en l'occurrence, c'est un cluster qui est remote, donc c'est un cluster GKE, donc c'est un cluster qui tourne dans l'infrastructure Google. Moi, manque de peau, je suis dans le train, je n'ai pas accès à ce cluster-là. D'accord? Ce qui va m'intéresser, c'est de changer de contexte et utiliser un cluster local. Bien souvent, des solutions qui vont être locales, ça va être des kind, une solution qui s'appelle kind ou Minikube. Minikube est vachement utilisé et c'est celui qu'on va pousser en premier dans Cloud Code. Donc, je vais choisir Minikube. Donc, il me dit que mon contexte a été set to Minikube et là, on va voir que ça va commencer à se déployer. Okay, donc, il y a un status in progress. Et ce qui va être intéressant, c'est que toutes les étapes de scaffold, je vais les voir de manière visuelle dans mon IDE. Normalement, lorsque je veux déployer une application avec scaffold, dans le terminal, je vais lancer scaffold dev. Je peux très bien le faire là si je veux. Mais en l'occurrence, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des trucs jolis, des trucs verts, exactement avoir un feedback assez rapide dans l'IDE. Okay, et là, si on regarde à l'intérieur, donc je vois que mes containers, ils ont été créés. Je peux voir les logs des conteneurs. Donc là, il me dit qu'il a été found locally, c'est-à-dire que l'image a déjà été créée avant. Mais si ça avait été une nouvelle image, on aurait vu tous les logs de Docker qui dit, en fait, je fetch ton image Alpine, j'utilise ces variables d'environnement, je build, je copie les fichiers à gauche à droite, etc. Okay. Ensuite, on va avoir la partie render manifest. Ça va être la deuxième étape. Tout à l'heure, on l'a vu dans la boucle qui faisait un infini. Ça va être la deuxième étape. J'ai construit mes conteneurs. Maintenant, j'ai besoin de mettre à jour ces images conteneurs dans mes manifestes Kubernetes. Pourquoi? Lorsque je vais builder mon conteneur, mon image Docker, je vais lui donner un tag. D'accord? Un tag qui va bien souvent être le commit, le SHA-1, enfin le SHA-1 de mon commit. Avoir un tag. Je crée une image, je crée un tag, et parce que mon image Docker, je veux qu'elle soit packagée et surtout qu'elle soit isolée. D'accord? On crée une image à chaque fois qu'on build quelque chose, donc on crée une image pour avoir une version bien spécifique, pour pouvoir faire des rollbacks, pour pouvoir faire aller dans l'autre sens. En tout cas, voilà, mon image Docker, elle doit être figée. Okay, Kubernetes, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'on va lui dire, déploie-moi cette image Docker. Et surtout, déploie-moi cette image Docker avec la dernière version que j'ai créée. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je build une image Docker, moi, avec mes petites mimines, je suis censé venir dans le fichier manifeste, changer la version du Kubernetes pour dire à Kubernetes, il y a une nouvelle version, et donc voici ma nouvelle application. Sauf que là, Scaffold le fait automatiquement. Crée image, tag, et hop, il update Kubernetes automatiquement. Et il update Kubernetes. Donc, c'est ça la petite commande qui s'appelle render manifest. Et ensuite, deploy to cluster. Et là, dans mon cluster, je vais pouvoir voir exactement quelles sont les applications qui ont été déployées. Voilà, tous les pods, donc on dit qu'ils sont en train de runner. Un truc sympa avec Scaffold, automatiquement, il va venir s'assurer que le container fonctionne. Donc, il va venir faire un status check. Il va faire un ping, tout simplement. Le container va dire, OK, je suis up, je suis prêt à servir des requêtes. Ça remonte dans l'IDE et hop, je sais que mon application va bien être déployée. OK? Et dernière chose, je vais faire le port forward URL, c'est-à-dire que je vais donner un point d'entrée pour pouvoir appeler mon application. Et donc, si je clique dessus, si je follow link, je vais voir que mon application retourne, que ce soit sur le port 9001, sur le port 9000 aussi. Donc, voilà. Tout fonctionne. Je vais même avoir des logs qui seront streamés automatiquement dans mon IDE. Okay, je ne suis pas obligé d'aller faire des allers-retours dans la console de GKE ou bien avoir une console spécifique rien que pour les logs. Je vais avoir directement ici. Okay, et toujours dispo là, un clic, hop, je récupère les logs de mon application. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je fais un console.log, mon console.log, il apparaît ici. Okay, puis après, il y a d'autres informations, donc les artefacts qui ont été créés, les différentes ressources qui ont été déployées. On n'est pas obligé de faire de regarder tout ce qui se passe là-dedans. Je vais aussi avoir une vue sur tout ce qui se passe, tout Kubernetes, d'accord? Donc, je vais avoir mon
contexte-là qui me dit, ben, en fait, c'est mon application Minikube. Ce qui serait intéressant, ce serait de modifier un peu de code pour voir ce qui se passe lorsque je modifie du code. Je vais pouvoir mon appli. Hello. App.go, est-ce que ça donne ça? Ok. Bon, là, je vais mettre plus de points d'exclamation. Si je sauvegarde, dans Cloud Code, on va voir qu'il va réessayer de redéployer. Donc, ce qui se passe, hein, c'est ça ma boucle de feedback en tant que développeur. Hein. Là, si j'utilisais pas Scaffold ou si j'utilisais pas Cloud Code, ça veut dire que je vais venir faire un Docker build, -t, rentrer dans chacun des fichiers manifestes, update, deploy, forward URL, et c'est reparti. Imaginez un peu la vie du développeur à chaque fois qu'il change une ligne de code, à chaque fois qu'il fait un POM S. Okay. Mais là, l'idée, c'est que, en fait, mon application, je garde exactement le même workflow que j'avais que sans Kubernetes. Et c'est ça la valeur de Scaffold et la valeur de Cloud Code, enfin Scaffold surtout en premier, c'est abstraire toute la partie Kubernetes Management. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de coder, point. Et ensuite, avec Cloud Code, je n'ai pas besoin d'ouvrir 50 terminaux pour savoir où sont les logs pour pouvoir débugger. J'ai exactement tout dans une seule fenêtre, juste à côté de ma ligne de code. Ça, c'est top. Donc, tout ça, c'est très bien. On va arrêter ça. Et en fait, il va y avoir un autre point intéressant, c'est que, comme disait tout à l'heure Julien, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai un cluster qui est sécurisé? Un cluster qui est dans GCP, on pourra toujours pousser nos clients à faire des clusters privés. C'est-à-dire ce qu'on veut dire par cluster privé, ça veut dire que la première barrière de sécurité qu'on va mettre en place, ça va être la partie réseau. Donc, l'idée d'un cluster privé, c'est d'avoir mon application qui tourne dans mon réseau à moi, le réseau que j'aurais défini. Et que j'aurais aussi défini qui sont les personnes qui ont le droit de requêter mon cluster, de mettre à jour les manifestes, les applications, etc. Donc, moi, ce que je vais faire, et d'ailleurs, c'est mon SRE qui me dit, bah, en fait, moi, notre cluster, il est privé, le cluster de dev est privé. Débrouille-toi pour, plus ou moins, il va falloir que tu arrives à travailler dessus. Du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque je vais runner mon application, non, j'aimerais bien changer de cluster. Je crois que c'est celui-là que j'arrête. J'ai oublié comment on change de cluster. Ah, voilà, c'est ça. Hop là. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de cluster, je vais passer sur un cluster de dev, et en fait, ça va être là, je mets comme active cluster. Donc, la prochaine fois qu'il va déployer, il va déployer son cluster distant. Je peux déjà regarder ce qu'il y a dedans. Mon cluster, je sais qu'il a une URL XYZ, voilà, j'ai la version Kubernetes, le nombre de nœuds qui tournent dessus, enfin, peu importe, à vrai dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de runner mon application sur ce cluster qui est distant. Donc, si je fais use current context, donc là, toutes les commandes que je vais faire, les POM S, etc., vont partir sur le cluster distant qui a été sizé, buildé pour l'équipe de dev. Qu'est-ce qu'il raconte Donc oui, évidemment, c'est un cluster privé. Mes images Docker, il faut bien les stocker à endroit qu'à côté de mon cluster. Donc là, ce qu'il est en train de faire, Scaffold, il est en train de me demander, enfin, Cloud Code, il est en train de me demander où est-ce que je stocke toutes les images Docker que tu vas créer. Okay. En l'occurrence, je lui dis, en fait, débrouille-toi, crée-moi un à la volée. Et en fait, on peut voir qu'il va le faire quelque part dans... Voilà, il a build mes conteneurs. Voilà, donc là, il est en train de les builder en local pour pouvoir les pousser, ces images sur ce qu'on appelle une registry, là où je vais stocker toutes mes images Docker. Donc, je pense que ça va prendre un... Ouais, si, c'est en train de le faire. Là, si on ouvre un peu les artefacts, on peut voir que ouais, c'est encore en train de builder. Effectivement, forcément, ça va être un tout petit peu plus long, surtout si on est en local et vraiment on a une mauvaise connexion, c'est un peu plus long. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'avoir mon cluster distant qui est protégé, que seulement X développeur avec son adresse IP qui a le droit de déployer sur cette application, sur ce cluster. Potentiellement, ce sont des développeurs qui sont derrière un VPN. Donc, du coup, en fait, le VPN donne accès au cluster, donc il va pouvoir travailler dessus. Et surtout, je vais pouvoir utiliser toutes les ressources GCP. Donc, quand je parle de ressources GCP, c'est des load balancers,
c'est les secret managers, c'est les bases de données aussi. Potentiellement, la base de données, on veut aussi la protéger au niveau network. Voilà, tout ça. OK, cool. Donc là, tout a fonctionné, parfait, tout est déployé. Donc mon application, je crois même que j'ai un load balancer qui a été déployé avec. Potentiellement. Ah non, j'ai pas de load balancer, dommage. Donc voilà, tout a été déployé dans le cluster. Et à vrai dire, si je me dis que on va même pouvoir le vérifier en live. Si je vais dans mon cluster qui s'appelle, on l'avait appelé STD, je crois. Je regarde les workloads qui tournent dedans. Je vais pouvoir voir là. Mes 2 applications qui ont été déployées à travers Cloud Code, je les retrouve bien dans mon cluster. OK? Dernier point. Bon, là, j'ai terminé la démo sur Kubernetes. Cloud Run, c'est essentiellement la même chose. Donc, je vais pouvoir, en fait, dans Cloud Run, je vais pouvoir, en un clin d'œil, pouvoir avoir tous les services que j'ai déjà déployés. D'accord? Cloud Run, c'est différent. Il ne passe pas par Scaffold. En fait, on utilise le binaire Scaffold, le binaire Cloud Run pour pouvoir le lancer en local et pouvoir faire les boucles de feedback. Mais le déploiement, le process de déploiement est le même. Builder l'image Docker, pousser dans un artefact registry et mettre à jour Cloud Run. Et ça, pareil, ça se passe sous le capot. Si tout ça, c'est possible, moi, mon cluster, il est privé, d'accord? Je n'ai pas créé de lien VPN entre Station F et mon cluster et mon réseau. Donc, aujourd'hui, si tout ça, c'est possible, c'est parce que, là, vous pouvez le voir ici, en fait, je suis dans une workstation. Donc, en fait, mon environnement de développement, il n'est pas sur ma machine. Il est dans le cloud. Et à vrai dire, pour être beaucoup plus précis, il est dans le même réseau que mon cluster privé. Et ça, les ops, ils adorent. La sécurité adore ça parce que, en fait, ils savent que tout est cloisonné, que la production, les machines des développeurs sont déportées dans le cloud. Donc, déjà, pour tout ce qui est code leaking, etc., forcément, c'est un peu plus sécurisé. Mais surtout, au niveau réseau, on ne peut pas avoir n'importe qui déploie dans le cluster. Donc là, en fait, ce que je suis en train d'utiliser, c'est un IDE qui est au-dessus d'une machine qui tourne dans le même réseau que le cluster GKE. Et vu qu'il est dans le même, réseau privé que GKE, il a accès à la DB, au secret, etc., etc. Donc, tout ce qui est stocké dans le réseau Google Cloud, j'y ai accès parce que je passe par un IDE qui est porté par une machine virtuelle qui est dans un réseau privé. Voilà. Donc, c'est vraiment une question d'isolation ici et une question de sécurité. Et donc, si je suis dans un... Alors, voilà, donc comme ce que je dis aussi, c'est que vu que c'est une VM, j'ai aussi accès à un SSH à la VM. J'ai accès à, en fait, à vrai dire, en fait, c'est tout ça là, en fait, c'est ma VM avec mon disque et il y a un serveur TIA, je crois, qui s'appelle TIA, en fait, qui va vous rendre toute la partie workstation, toute la partie IDE, et va la rendre dispo sur Internet. OK? Donc ça, c'est vraiment le dernier point que je voulais mettre en lumière. C'est un nouveau produit qui vient de sortir. C'est un nouveau produit, il est sorti en octobre. Voilà, c'est Cloud Workstation, c'est le poste de développement déporté dans le cloud, du coup de manière sécurisée. Et l'équipe sécurité peut choisir qui peut rentrer, qui peut sortir, peut choisir la taille du disque, le nombre de CPU, par exemple pour des développeurs qui travaillent sur du web, et en fait, c'est pas les mêmes personnes qui font de la data, donc on va mettre des configurations différentes. Ben voilà, tout ça, on peut le faire directement dans GCP et les rendre dispo aux développeurs. Et j'ai terminé ma démo. Yes. Ben, nous avons fini. Merci pour la présentation. Et puis, si vous voulez passer après derrière à un échange de questions-réponses, et puis voilà, l'aspect networking derrière. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Pas de question bête. Qui permet l'authentification, en fait, quand on parle d'idée dans le même cluster, qui permet de faire cette authentification entre l'idée et le cluster? Alors, l'authentification, elle se fait à plusieurs niveaux. Déjà, on va commencer par le network, c'est le plus bas niveau, on va dire.
Alors, la manière dont fonctionne Kubernetes, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un control plane, et après, on va avoir un data plane, d'accord? Donc, les applications tournent dans le data plane, et le cerveau de Kubernetes, c'est celui qui va comprendre qu'on veut déployer une nouvelle application, etc. Donc, lui, il va être... en fait, ces deux parties-là vont être cloisonnées dans leur propre réseau. Et après, si je veux pouvoir m'y connecter, je vais dire... En fait, il va y avoir des règles de firewall autour de chacun de ces éléments. Et si je veux quelqu'un qui puisse déployer des nouvelles applications, et ben en fait, il va falloir que je lui dise quel est le réseau source. Enfin, qui a le droit. Enfin, je vais devoir autoriser un réseau pour qu'il puisse accéder au cerveau de Kubernetes. Je prends un exemple. À la base, lorsque je vais lancer un cluster privé, personne n'y a accès. D'accord? Ensuite, je vais lui dire, en fait, moi, le réseau privé de mon entreprise, il a tel IP. Donc, je vais dire hello, tel IP, tel groupe d'IP. Après ça, potentiellement, je vais pouvoir déployer de chez moi. Donc, je vais aussi autoriser l'IP de ma Freebox, etc. Donc, en fait, je vais pouvoir autoriser comme ça, de cette manière, qui a le droit de déployer dans mon cluster. Et aussi, vu que je suis dans un réseau privé, toutes mes VM, mes VM et donc aussi mes postes de développeurs, ils ont aussi une IP qui est bien spécifique au réseau privé, qui commence par, je sais pas, 10.144 plus X, etc. Dans ce cas-là, je vais dire aussi, tout ce groupe de VM, je vais aussi donner accès à Kubernetes. Donc ça, c'est la première chose, c'est la partie réseau. Et ensuite de ça, au-dessus de ça, on va avoir ce qu'on appelle des règles airbag, qui sont plutôt côté Kubernetes, d'accord? On passe, là, on est au réseau, là, on passe plutôt côté applicatif. Et là, on va écrire, dire telle personne a le droit de déployer telle ressource, a le droit d'écrire telle ressource, a le droit d'update telle ressource, a le droit de delete telle ressource. Voilà, ça se passe comme ça à deux niveaux. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, c'était peut-être une question au niveau du pricing. Enfin, moi, quand je suis étudiant, je ne suis pas encore dans une entreprise, etc. Quand on veut lancer son cluster sur le cloud, c'est ça qui... Enfin, c'est comme si c'était en production au niveau du prix. C'est comme si c'est ça? Alors oui, en fonction de ce que tu utilises, tu as plus ou moins des options côté GKE pour être, on va dire, production ready ou autre. Donc, pour un cluster, si tu veux juste développer ou faire des petits trucs pour avoir un cluster cube quand même à distance, tu as moyen aussi quand même de prendre des VM préemptibles ou ce genre de choses pour diminuer un peu les coûts quand même, puisque du coup, c'est du jetable en fait finalement. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que si c'est juste pour dev de temps en temps et qu'il n'y a pas de production, faut pas hésiter aussi à arrêter son cluster, quoi. Ça s'arrête et ça se redémarre. Donc ça peut être aussi une manière aussi de travailler. Après, du coup, si tu as besoin vraiment de faire du Kubernetes, c'est une des solutions. Sinon, si tu as juste besoin de lancer des conteneurs, justement, comme on disait aussi, l'utilisation de Cloud Run est intéressante parce que du coup, tant qu'il n'y aura pas de requête, tu ne paieras rien. Donc c'est vrai qu'en termes de pricing, aujourd'hui, le monde du serverless, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Mais comme je disais aussi, si tu es un VP, un vente privé et que tu as 3000 pods en production, tu ne vas pas créer 3000 Cloud Run, quoi. Donc ça fait sens aussi d'avoir du Kubernetes et d'investir sur du tooling et la montée en compétences. Mais on va dire que pour se lancer au début, c'est vrai que le monde du serverless est quand même très très adéquat pour bêta-tester des choses, lancer un produit, lancer un service. Ça va quand même scaler, ça va quand même répondre à la demande sans forcément avoir un gros coût derrière. Et ce qui est pas mal aussi avec le monde du serverless, ce que j'explique de temps en temps, notamment pour l'accompagnement de startup, c'est que ça va suivre l'évolution en fait, de ta startup. C'est-à-dire qu'au début, tu n'utilises pas grand-chose, ça ne va pas te coûter grand-chose. Le jour où il y a un pic de charge parce qu'il y a une pub à la télé ou autre et ta startup va prendre l'ampleur, forcément, tu vas payer plus cher. Mais en même temps, tu vas avoir plein de requêtes sur ton site web. Donc, j'espère que tu as le modèle économique qui fait que ça rapporte aussi de l'argent, quoi. Mais d'un autre côté, après, si ça une baisse parce que c'était un pic événementiel, et après, je sais pas, durant tout l'été, ton site web, tu n'en as pas besoin et tu n'as pas de vente, du coup, en attendant, tu ne vas pas payer grand-chose non plus avec Cloud Run. Donc, ça qui est intéressant avec le monde du serverless, c'est que ça peut bien s'adapter à tout ça, même si on peut aussi faire l'autoscaling finalement dans Kubernetes aussi, mais ça demande quand même plus d'expérience, on va dire. Et tu peux voir, en fait, on a aussi un free tier au niveau de Cloud Run,
qui fait que tu ne payes pas si tu as moins de 2 millions de requêtes et utilisation de 100 000 VCPE secondes. En fait, tu peux très bien avoir un service qui tourne sans que tu payes quoi que ce soit.